C'est maintenant les actualités TVCO, édition du 12 juin. À l'émission pour vous, aujourd'hui, on a plusieurs thèmes qui nous permettent de couvrir l'actualité de la semaine dans Charlevoix. Alors tout d'abord, on va vous présenter l'initiative le Living Lab Charlevoix, une initiative qui se déroule présentement à l'hôpital de Baie-Saint-Paul. On va vous présenter ça. On va également s'entretenir avec la députée Caroline Desbiens qui va faire le point sur la situation avec le gouvernement fédéral. Pareillement à cela, on va s'entretenir avec la députée Émilie Foster, qui, elle, va nous présenter la situation. On va discuter des différents thèmes d'actualité du côté du gouvernement du Québec. On va également vous présenter l'initiative du docteur Jean-Luc Dupuis, qui s'est affilié avec le club Bon Cœur de Baie-Saint-Paul. Et ensemble, bien, il propose, comme il le proposait là, à la Malbaie plus tôt cette semaine, il propose la vente de masques et de visières pour bien se protéger et pour même permettre aux visiteurs qui sont chez nous de se procurer des équipements de protection. On va faire le point avec eux là-dessus. On va également s'entretenir avec Cynthia Godreau de l'agence de voyage Cristal. Les agents de voyage ont vécu toute une situation au cours des dernières semaines. Ça n'a pas été facile et ce n'est pas facile encore pour les nombreux clients qui ont dû annuler leur voyage et qui sont en attente de remboursement. On va faire le point là-dessus également. Et pour finir l'émission, parce que parler de sport, c'est un peu notre sport national, on va s'entretenir avec Maxime Jaudoin, qui va faire le tour de l'actualité sportive ici locale, mais également, il va nous donner un bref aperçu de ce qui se passe dans les grandes ligues. Alors à tous, bonne émission. Baie-Saint-Paul fait l'objet d'une initiative très particulière qui s'appelle le Living Lab Charlevoix. Dans les faits, c'est une équipe de docteurs qui sont pour une période d'1 mois à l'hôpital de Baie-Saint-Paul pour vivre en direct ce que l'on appelle la médecine d'urgence en région. Alors, ce Living Lab leur permet d'essayer des nouvelles mesures, de tester des nouvelles façons de faire. Et ils sont en train de développer ça à Baie-Saint-Paul, mais c'est un projet qui intéresse bien sûr toute la communauté médicale et pas seulement chez nous. Au Canada et à l'international. Alors, pour nous en parler, pour nous présenter ça, je vais d'abord m'entretenir avec Karine Latulippe, qui est la coordonnatrice du Living Lab Charlevoix et qui est également une étudiante au post-doctorat à l'Université McGill. Et je vais également m'entretenir avec M. Hubert Dufour-Néron, qui est médecin résident en médecine spécialisée à l'hôpital de Baie-Saint-Paul. M. Dufour participe à l'expérience du Living Lab, mais on va tout de suite aller voir Mme Latulippe. Bonjour. Alors, je vous présente tous les deux. Vous êtes avec moi tous les deux. D'abord, Mme Latulippe, j'aimerais que vous nous expliquiez qu'est-ce que c'est que ce Living Lab Charlevoix et quel objectif on poursuit? En fait, le Living Lab, c'est une approche de recherche où l'idée est vraiment d'expérimenter, de créer en fait des améliorations, des innovations pour améliorer nos soins de santé en environnement réel, puis le plus possible en temps réel. Donc, l'idée du Living Lab, c'est qu'on essaie des trucs, on expérimente, on teste des innovations qui vont aider les professionnels et tout le monde finalement à avoir des meilleurs soins. Oui. Et puis, on veut le faire en temps réel. Donc, c'est vraiment l'esprit du Living Lab. Et puis, le Living Lab Charlevoix, en fait, il a été développé vraiment après 10 ans de recherche avec l'équipe du Dr Fleet pour la médecine rurale. Okay. Et puis, cette idée-là est née du fait que les communautés rurales, ils ont besoin ils ont une certaine singularité, ils ont des particuliers, des distinctions qui font on veut que les innovations et les solutions partent de leur milieu, qu'elles soient dans leur contexte, dans leur réalité à eux. Dites-moi, pour nous qui sommes à l'extérieur du monde médical, quelle est la différence entre une médecine rurale et une médecine en centre urbain? En fait, il y a plusieurs différences. Ce qu'on sait jusqu'à maintenant, c'est que les taux de mortalité, entre autres en traumatologie, pour les personnes qui font des accidents vasculaires cérébraux, le taux de mortalité est beaucoup plus grand en milieu rural. Ce qui explique, entre autres, par le fait qu'on n'a pas exactement les mêmes équipements, les mêmes services. Il faut y avoir une distance beaucoup plus grande avant de se rendre à l'hôpital. Donc, il y a vraiment des particularités qui font en sorte que, il y a des inégalités entre, maintenant, les populations rurales, entre autres, à cause de l'organisation de soins et services. Donc, ce Living Lab va nous permettre
à la fois de voir les différences, mais si j'ai bien compris, de tester des solutions pour répondre à nos besoins particuliers en région? Oui, c'est exactement ça l'idée. C'est au lieu de tester des innovations en centre urbain puis de les exporter en milieu rural, ce qu'on veut, c'est vraiment les créer avec les équipes sur place, selon leur réalité, selon ce qui est possible de faire pour diminuer cet écart-là, finalement, qui est urbain-rural pour les soins de santé. Dans le cadre d'une démarche comme un Living Lab, il y a un début, il y a une fin et il y a un objectif. Ça commence quand? On se rend jusqu'où? Et quel est le résultat palpable là, que l'on attend de cette démarche? En fait, c'est intéressant votre question parce que le début puis la fin, c'est pas quelque chose avec une date, avec une journée, c'est vraiment plus un processus. C'est-à-dire que c'est vraiment des discussions qui se sont installées tranquillement et tout ça. Et puis finalement, c'est les projets concrets qui font foi de l'existence de ce Living Lab-là. Alors, par exemple, le stage dont Hubert fait partie, Oui, c'est une première innovation. Ce qu'on s'est dit, dans le temps de la COVID, on veut vraiment essayer de se préparer le mieux possible à la pandémie. Puis, on veut emmener aussi des gens à vivre cette gestion-là dans une communauté rurale pour que ces futurs médecins-là, ces futurs spécialistes-là soient des bons leaders, puis savent comment créer des innovations qui sont aidantes et tout ça. Alors, on a développé le projet, oui. on l'a réalisé. Et donc, ça, c'est un livrable concret du Living Lab, c'est-à-dire que c'est un projet qu'on démarre, puis qu'on le fait vivre le plus longtemps possible, puis qu'on s'ajuste au fur et à mesure avec les forces, puis d'aller compenser finalement ce qui fonctionne moins bien. Allons voir tout de suite, si vous le permettez, Hubert Dufour-Néron, qui est le médecin spécialiste là, en résidence qui est en train de participer au Living Lab. Vous avez donc travaillé à l'adaptation de notre hôpital en temps de COVID. Est-ce que c'est ce que j'entends? En fait, donc ce qu'on a été appelé à faire, de notre côté comme résident, c'est vraiment de réfléchir avec la communauté puis avec les médecins là, de l'urgence de Baie-Saint-Paul ainsi que le personnel infirmier sur une innovation là, qui pourrait aider à bonifier là, l'offre de soins de santé de l'urgence de Baie-Saint-Paul. Donc, pas nécessairement, certains d'entre nous, là, certains de mes collègues résidents qui font partie du stage Oui. présentement vont travailler sur des projets reliés à la COVID-19. Ceci dit, dans mon cas, on travaille plus sur un projet d'informatisation de l'urgence présentement pour vraiment là, la mettre là, très, très up-to-date là, au niveau des connaissances médicales puis au niveau de l'informatisation des dossiers médicaux. Puis ça, c'est un travail là, que j'effectue là, avec un de mes collègues, là, Vincent Gauvin, là, qui est aussi résident en médecine d'urgence spécialisée. Là. Donc, c'est sur ça qu'on travaille, nous, de notre côté, pendant notre stage. Puis Oui. l'idée nous est vraiment venue en discutant avec les différents intervenants là, que les gens qui organisaient le stage, dont Karine, dont Dr. Fleet, Oui. ont présenté plusieurs gens avec des projets d'innovation intéressants. Puis nous, après, c'était à nous de sonder le terrain, d'aller voir les médecins, puis voir vraiment c'était quoi les demandes puis les besoins OK. vraiment au niveau. Je pense que c'est ça l'intérêt d'un Living Lab aussi, c'est que ça nous permet d'expérimenter en temps réel, finalement, avec les médecins, vraiment aller chercher des besoins plutôt que d'arriver sur nos grands chevaux, nous, de Québec, puis dire, ah, ben nous, on pense qu'à Baie-Saint-Paul, il y aurait besoin de ça, fait qu'on va, on va les organiser ça, puis ça va marcher. Alors que c'est pas ça qui fonctionne, c'est pas ça nécessairement les besoins des médecins puis des gens qui travaillent à l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Donc, c'est donc un peu, je dirais, une approche décentralisée qui part des besoins que vous vivez sur le terrain. Puis, à partir de là, on adapte ce que le ministère de la Santé, du haut de sa tour à Québec, décide d'imposer aux différents hôpitaux. Alors, vous inversez un peu le processus avec le Living Lab. En fait, Karine, là-dessus, peut-être, oui? Oui, ben en fait, je dirais que c'est vraiment une collaboration. Alors, on a vraiment plusieurs partenaires dans le Living Lab. Donc, on a des gens du CIUS de la capitale nationale, on a des gens du ministère, on a les maires, les mairesses, des gens de la communauté. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est de voir ce qui est possible de faire ensemble. Donc, on travaille vraiment en partenariat. C'est vraiment l'idée Oui. du Living Lab. Un autre objectif très, très précieux du Living Lab, c'est de diffuser tout ce qu'on fait le plus rapidement possible pour que les autres communautés rurales qui auraient le goût, eux aussi, de le développer ou de l'expérimenter puissent profiter de cette expérience-là. Donc, on a choisi une place où Oui. on le réalise, mais en fait, l'idée, c'est vraiment de rendre ça le plus transparent possible pour que les autres qui puissent attraper cette solution-là, l'essayer de leur côté, avoir OK. notre soutien s'ils le souhaitent. Donc, Euh, il y a vraiment un objectif de diffusion.
Monsieur Dufour-Néron, vous êtes résident en médecine, en médecine spécialisée, c'est bien ça que l'on dit, en médecine d'urgence spécialisée. En quoi la médecine d'urgence est différente en région qu'elle l'est dans les grands centres? Pour moi qui a besoin d'urgence, je rentre dans une urgence d'hôpital, peu importe laquelle, et je m'attends à avoir les soins requis que mon État va requérir, là. Mhm. C'est une excellente question, hein. Donc, comme Karine l'a mentionné un petit peu plus tôt, on sait que les taux de mortalité, puis tu sais que les issues là, finalement des patients là, qui subissent des problématiques de santé en région ne sont pas les mêmes là, que celles qu'on voit dans les grands centres là, en ville. La raison est simple, hein, c'est qu'il y a beaucoup des besoins, donc des traitements, par exemple, qui sont situés dans les grandes villes, étant donné là, bon, la masse de population puis la densité de population. Donc, effectivement, quand vous arrivez à l'urgence de Baie-Saint-Paul, si, par exemple, vous avez fait un accident de voiture, bien, il y a des choses qu'on va rapidement pouvoir faire pour vous aider. Puis ça va être vrai dans toutes les urgences de la province du Québec. Ne serait-ce que de donner des transfusions sanguines ou de faire les radiographies. Mais par exemple, l'hôpital de Baie-Saint-Paul est un hôpital qui n'a pas de scan, donc le CT scanner qu'on appelle, là, ou le TACO, là, comme vous avez pu déjà entendre. Ouais. Donc ça peut limiter les médecins, par exemple, en région, à poser certains gestes ou à avoir certaines réponses dont ils vont avoir besoin de faire ce qu'on appelle stabiliser le patient, puis le transférer vers un centre où ils vont être capables d'avoir ces réponses-là. Donc, ça a ses particularités. C'est une médecine qui a ses particularités de ce côté-là, mais ça n'en fait pas de moins une moins bonne médecine ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est une médecine qui est différente parce que si vous arrivez en grand centre, par exemple, si je prends le centre de traumatologie de l'Est du Québec qui est l'Enfant Jésus, mais si vous mettez le pied dans l'urgence après avoir eu un accident de voiture puis que vous n'avez pas besoin de monter au bloc opératoire là, bien, votre scan il est dans la porte de l'urgence puis vous allez l'avoir tout de suite. Donc, il y a une différence de ce côté-là. Pas que ça change nécessairement les issues à la fin. On sait que ça peut les changer, hein, Karine l'a mentionné plus tôt, mais pour plusieurs cas, c'est correct de transférer les patients. C'est juste qu'il faut voir la différence entre les cas, puis voir les particularités là, de la médecine d'urgence rurale à ce moment-là. Oui, Madame Latulippe, j'entends bien que on comprend que les hôpitaux en région ne sont pas dotés des mêmes départements et des mêmes infrastructures que les hôpitaux en grand centre. Le volume de citoyens, d'ailleurs, ne le justifie pas toujours d'avoir des équipements majeurs. Je vous ai entendu bien nous présenter que le Living Lab nous permettrait de faire des innovations, de se poser des questions. Puis je pense que, par exemple, le projet mentionné de la mise à jour de l'informatique au niveau de l'urgence peut effectivement faire preuve d'innovation. Mais est-ce qu'une expérience comme ça ne va pas également identifier les lacunes de la médecine d'urgence en région? Est-ce que ça ne va pas nous permettre de dire, bien, si on veut assurer un meilleur service pour la médecine d'urgence en région, il faudrait que les hôpitaux aient 1, 2, 3, 4. Là, on parlait d'un TACO, on parle d'un scan, on parle de choses qu'on n'a pas ici. Est-ce que, à contrepartie, ce Living Lab va permettre d'identifier des points qu'il faudrait améliorer aussi? Ben, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on connaît déjà, hein. C'est des lacunes qui sont déjà connues. OK. L'Association médicale canadienne, entre autres, a fait plusieurs documentations par rapport à la médecine rurale. Donc, on connaît quand même beaucoup les lacunes et les points qui sont améliorés. Ce qu'on veut, c'est trouver des solutions. Donc, si je vous donne un exemple très, très concret, mettons un transfert de Baie-Saint-Paul vers Québec, vers un hôpital vers Québec, qui va se faire par ambulance. Bien, le médecin, il a à juger, est-ce qu'il embarque dans l'ambulance? Est-ce que ça va être, puis Hubert, tu me corrigeras, mais est-ce qu'ils vont envoyer l'inhalothérapeute? Est-ce que ça va être l'infirmière? Il y a tout ça. Mais maintenant, avec la télémédecine, on peut penser utiliser un outil de télémédecine qui est dans l'ambulance et que là, le médecin va pouvoir rester à l'urgence, s'occuper des autres patients, mais en plus surveiller puis peut-être faire de l'intervention. Suivre son patient sur la route vers Québec. Exactement. Donc, ça, c'est un des projets qui est en cours actuellement avec un outil qui s'appelle REACS. Et donc, l'idée, c'est vraiment que le médecin puisse suivre effectivement son patient à distance dans l'ambulance quand il y a un transfert vers Québec. Donc, l'idée du Living Lab, c'est vraiment d'essayer des solutions, de les tester, voir si ça marche avec les gens en place, qu'est-ce qu'ils en pensent. Donc, on est vraiment, on est basé sur une approche qu'on appelle de design thinking, d'où l'idée est vraiment de trouver des solutions aux différentes lacunes qu'on rencontre. Monsieur Dufour-Néron,
Vous êtes combien dans votre cohorte qui participez au Living Lab? Et puis, pouvez-vous nous présenter un peu vos collègues qui sont avec vous? Absolument. Donc, il y a Vincent Gauvin là, qui est avec nous en stage, qui est un R4 là, en médecine d'urgence spécialisée, donc du même programme que moi, Oui. qui, lui, là, participe au stage avec nous. Un chic type que vous allez voir en vélo, là, probablement dans les montagnes. OK. Dans le coin. Il y a aussi Raphaël Dupont-Chouinard, là, qui est un résident en médecine familiale, donc un finissant de médecine familiale, finalement, qui, lui, s'en vient travailler là, à Baie-Saint-Paul à partir du mois d'août. Il vient s'installer à Baie-Saint-Paul. Exactement. Donc, OK. ça, c'est Un de plus pour nous autres. Tant mieux. Ça, c'est un de vos médecins exactement qui s'en Ouais. vient travailler ici à Baie-Saint-Paul, puis qui fait le stage avec nous. Donc, ça lui permet d'apporter une innovation en plus juste avant de venir travailler là, dans le milieu. C'est autrement plus intéressant. Il y a aussi Isabelle Lavallée, qui est une résidente R1 là, de médecine familiale, donc de Québec, et puis qui, elle, travaille là, depuis longtemps là, avec le Dr. Fleet là, sur plusieurs projets de recherche, qui était très intéressée, qui a d'ailleurs participé là, à un article là, donc, sur les besoins là, d'un scan à Baie-Saint-Paul, donc quelqu'un qui est quand même impliqué au niveau de la recherche, là, puis même au niveau de la recherche à Baie-Saint-Paul, là, donc super intéressant, qui est ici en stage présentement. Puis, finalement, il y a Caroline Côté, là, qui est une étudiante en ergothérapie, qui, elle, là, travaille vraiment sur une approche là, plus du côté de la santé, je ne veux pas dire la santé mentale parce que ce n'est pas exactement ça, mais vraiment de l'épuisement professionnel, puis tout ça là, au niveau des professionnels de la santé à Baie-Saint-Paul, parce qu'on sait qu'ils sont une petite équipe, puis que le banc des joueurs est pas mal vide. Donc, tu sais, avec la COVID et tout ça, il y avait quand même un stress là, qui était présent, là, à savoir que s'il y en avait un ou deux là, qui devaient ne plus être en mesure de travailler pour une raison quelconque, mais là, la liste de rappels n'était pas très, très longue. Donc, il y avait beaucoup d'anxiété et de choses comme ça par rapport à ça. Puis je pense que Caroline là, adresse ça, puis adresse aussi là, le même concept là, de fatigue au travail et d'épuisement professionnel avec les résidents. Là, et là, tout le groupe, vous vous êtes engagé pour combien de semaines ou de mois dans l'expérience du Living Lab? Donc, pour ce qui est des résidents, donc les 4 premiers que j'ai nommés, on est présent pour 1 mois seulement. Donc, c'est une courte période, fait que c'est très intense. On arrive, on a des discussions, on a des cours formels, on trouve une innovation, on essaie de l'implanter. Puis ensuite, l'équipe du Living Lab là, vont pouvoir poursuivre ces projets-là. Pour ce qui est de notre collègue ergothérapeute, là, Caroline, elle est là pendant une durée de 3 mois. Donc, c'est vraiment plus un travail de longue haleine qu'elle va faire là, de ce côté-là. Donc, elle est là pendant 3 mois de temps. Là. Madame Latulippe, je comprends que ce Living Lab va nous permettre d'arriver avec des pistes d'innovation, va nous permettre d'arriver avec différentes façons de faire pour la suite des choses. Mais est-ce qu'également, cette expérience-là va vous permettre, vous, l'équipe du Living Lab, de faire des publications qui auraient une portée beaucoup plus grande que notre simple territoire? Oui, en fait, il y a les publications scientifiques. Fait que c'est sûr que toutes les différentes innovations vont être documentées. Puis oui, il y a des publications scientifiques, mais aussi dans les présentations, dans des congrès et tout ça. Mais on a aussi des observateurs. Donc, on a des observateurs de la France, de l'Australie, de l'Ouest du Canada. Donc, des gens qui sont au courant du Living Lab et tout ça, puis qui regardent un peu comment ça se passe, puis qui s'intéressent à cette approche-là. Donc, il y a plusieurs, je dirais, modalités de diffusion là, qui est visée là, pour faire connaître finalement ce qu'on va apprendre de toutes ces expériences-là. Donc, on peut prendre pour acquis que grâce à votre travail, l'équipe à laquelle travaille M. Dufour-Néron et vous, Mme Latulippe, on va donc avoir une urgence qui sera peut-être mieux adaptée à notre réalité de ruralité et qui fera peut-être exemple à travers le monde quant aux moyens d'innovation qu'on peut mettre en place pour répondre aux besoins? Je dirais qu'avec toute humilité, c'est ça qu'on vise. Bien, écoutez, là-dessus, moi, je voudrais vous remercier, vous dire bon travail, bon travail. Je pense que nous pouvons nous compter chanceux d'avoir cet hôpital de notre région comme terrain d'expérimentation pour vous. J'espère que vous allez y trouver vos profits également et surtout de bonnes solutions pour vous. Mais encore une fois, M. Dufour-Néron, Mme Latulippe,
Merci beaucoup et bonne chance. Merci à vous. beaucoup. Merci, au plaisir. Je me suis entretenu un peu plus tôt aujourd'hui avec notre députée Caroline Desbiens, qui va nous parler du gouvernement fédéral, de ce qui se passe là-bas, et on constate que les difficultés sont de plus en plus nombreuses. On écoute ça. Madame Desbiens, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Il semblerait que ça va moins bien dans le chapitre des emplois étudiants. Ça va moins bien. Ça va moins bien, hein? Moi, ça me bousille quelques heures de sommeil par nuit depuis un bout, en tout cas. Qu'est-ce qui arrive dans le Mais écoute, dossier? ils ont changé la façon de faire cette année. Je ne sais pas, ils ont imaginé que ça pouvait se faire autrement. Et le premier ministre a justement annoncé que les subventions seraient faites à 100 pour la plupart des domaines qui sont priorisés par le gouvernement, c'est-à-dire l'agriculture, l'action communautaire, les besoins des aînés, etc. Donc, nous, c'était nos priorités aussi. Donc, on a axé nos choix, on a recommandé des postes en fonction des priorités, évidemment. Moi, comme je suis porte-parole de la culture, évidemment, toutes les communications et le tourisme, ça faisait aussi partie de mes priorités. Mais on a étudié quand même le fait que il y a peut-être des choses. On était au mois de mars, là, puis il y a peut-être on disait que les camps de jour, ça n'aurait pas lieu. On disait que les camps d'été, ça n'aurait pas lieu. Il y a plein de choses qui n'avaient pas lieu. L'hôtellerie, ça serait très, très réduit. Donc, en fonction de ce qu'on connaissait à l'époque, on a fait des recommandations. Maintenant, les recommandations sont relativement respectées, mais moi, en prenant pour acquis que les emplois étaient subventionnés à 100 bien, j'ai réduit les semaines pour que tout le monde en ait un peu, en me disant, de toute façon, la saison va commencer un peu plus tard, donc il y a moins besoin de temps. Oui. Et Donc, là, maintenant, on attend tous des réponses. Bien, on attend tous des réponses. Il y en a qui ont eu des réponses négatives alors qu'il y a encore de l'argent dans le compte, puis que moi, je dis que j'ai des gens que j'ai recommandés qui ne sont pas encore reconnus, puis que je veux qu'ils soient reconnus. Puis ils ont déjà eu des lettres comme quoi ils ne sont pas reconnus. Et là, on était fâchés. Là. On a fait une coupe de téléphone. On avait un petit ton un peu plus... Mais écoutez, il y a encore des réponses à avoir, mais à chaque mercredi, il y a une vague. Fait qu'on va avoir une autre vague mercredi. OK. Donc, pour ceux qui sont en attente de réponse pour les emplois étudiants, Oui. il y a une vague de prévue la semaine prochaine. Oui, puis vous surveillez ça. On surveille ça, puis on va le faire de la vague si ça ne marche pas. OK. Comment ça se passe du côté de votre comité Agriculture? Agriculture, Bien, oui. Est-ce que ça avance un peu, là? Là, on a des éclosions là, de COVID là, chez les travailleurs étrangers temporaires. Oui. Nous autres, on a crié fort pour que le gouvernement prenne en charge le côté sanitaire à l'arrivée des travailleurs. Oui. Ce qui n'a pas été fait, on a balancé ça dans la responsabilité des agriculteurs qui ont fait de leur mieux avec 1 500 $, qui n'était pas suffisant, puis qui n'ont pas encore parce qu'il faut qu'ils fournissent des factures, toutes sortes d'affaires, puis ils sont dans les champs en train de se faire des fraises, tu comprends? Fait qu'ils ont pas trop ils sont pas trop capables de recevoir l'argent. Ça donne ce que ça donne. Donc, on a ça. On a bien sûr énormément d'écart entre ce que les États-Unis investissent en matière d'agriculture par rapport au Canada. Alors, on est très inquiets sur l'approvisionnement, sur ce qui va se passer à l'automne. On va-tu avoir assez de victuailles? Mais la ministre m'a répondu cette semaine qu'elle n'était pas sûre, qu'il avait peut-être manqué des affaires. Je vous écoute et on a l'impression que c'est de plus en plus chaotique. Oui. Et que ça accroche un peu partout. Là. Effectivement. Ça commence à accrocher un peu partout. On a été collaborateurs parce qu'il fallait que les gens aient de l'aide rapidement, mais là, on commence à rétrécir l'entonnoir. Bien, parlant de collaboration, vous avez posé, le Bloc québécois a posé cette semaine des conditions pour continuer à appuyer le gouvernement Trudeau. Conditions. Quelles sont-elles, ces conditions? Et pas des conditions pour bloquer l'accès aux gens qui en ont besoin, hein, soyons clairs, mais les conditions qu'on demande, c'est des conditions fermes. On veut un bilan économique parce que c'est important de savoir ce qu'on est rendu. Oui. C'est l'argent des contribuables. On veut un espace... une conférence. Une conférence des provinces à propos des transferts en santé, parce que encore une fois, c'est notre juridiction, puis on veut avoir tous les droits de répartir l'argent comme on veut. Oui. Et la troisième, bien, c'est tant qu'à être dans la modification de la loi, on veut que la loi sur la subvention salariale soit modifiée pour que les partis politiques soient libérés, donc exempts de la subvention salariale, et que ceux qui en ont touché la remboursent. Alors, parce qu'on vous a entendu là-dessus, le Parti libéral et le Parti conservateur ont revendiqué la subvention salariale pour leurs employés. Oui, mais je pense que le Parti conservateur sont sur le point d'acquiescer à ça aussi, à ce retrait-là. Mais on veut que les partis politiques n'aient pas accès à ça. C'est un non-sens. C'est un non-sens de servir de l'argent public pour payer des gens qui travaillent pour un parti politique. Donc, ça devient de la partisanerie. C'est non. Maintenant, je ne doute pas que le téléphone ne doit pas dérougir dans votre bureau de circonscription. Qu'est-ce qui préoccupe le plus les gens présentement? Qu'est-ce que vous percevez? Là, c'est le tourisme. Le tourisme, la culture. Les travailleurs de la culture, l'industrie créative au Québec, c'est plus de 40 du PIB produit en matière culturelle dans tout le Canada. Et c'est 57 milliards de PIB pour le Canada, la culture, dont presque la moitié est produit au Québec. Donc, j'ai pas besoin de vous dire qu'on sonne le drapeau, puis que cette semaine, moi, j'embarque à la Chambre des communes
en personne. Mais je vais aller brasser le pompon un peu parce qu'il y a des choses qui sont inadmissibles en ce moment. Les gens de la culture, le 4 juillet, moi, j'ai un père de famille qui m'a écrit cette semaine de Montréal, monoparental. Le 4 juillet, sa job à lui, c'est d'être acteur, c'est de donner de la formation au théâtre dans les écoles. Puis le soir, il est serveur pour boucler ses fins de mois. Là, il n'y a pas de job, là. Puis le 4 juillet, la PCU est terminée. Oui. Donc ça, il faut que ça bouge absolument. Ils sont capables de faire quelque chose. On nous dit que l'Agence de revenus du Canada n'est pas capable de gérer ça comme l'assurance chômage. Bien, écoutez, parlez-vous. Parlez-vous. Vous êtes 2 institutions fédérales. Prenez le téléphone, parlez-vous. Prenez les experts de l'assurance emploi, amenez-les à l'Agence de revenus du Canada, puis opérez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est votre problème. Et c'est la même chose du côté touristique, si La même chose bien. du côté touristique, parce qu'il que là, ça prend... Il n'y a rien qui sort d'Ottawa. Le gouvernement du Québec vient d'annoncer son programme de soutien à l'industrie touristique. Les hôteliers et les restaurateurs, en ce moment, là, ils sont à la croisée des chemins, là, parce qu'ils ne peuvent pas engager leur monde, ils n'ont pas d'argent pour les payer, ou ils sont obligés d'emprunter pour les payer. La subvention salariale n'est pas toujours adéquate. Les périodes de référence ne sont pas toujours bonnes non plus. Il y a des gens qui tombent... Puis là, on va perdre des institutions importantes. Là. Caroline Desbiens, j'espère qu'on va vous entendre à partir d'Ottawa dans le courant des prochaines semaines, parce que de toute évidence, il y a de plus en plus de sable dans l'engrenage. Oui. Et les difficultés sont de plus en plus nombreuses. Et on est là pour veiller au grain. On fait entendre la voix de tout le monde, puis on n'a pas l'intention de fléchir là-dessus. Et nous, on va être là pour veiller sur vous, madame. Oh. Hein? Alors, au plaisir. Bonne fête nationale! Merci beaucoup. À tous et à toutes. Merci beaucoup. Au plaisir, Caroline Desbiens. Merci, Martin. Alors, c'était Caroline Desbiens, notre députée fédérale, et j'ai eu également l'occasion de m'entretenir avec la députée Émilie Foster du gouvernement du Québec. Émilie Foster qui a fait l'objet d'une nomination cette semaine. Alors, on en parle, et on parle également là, de l'état de situation avec tout ce qui se trame, là, avec tout ce qui bouge du côté du gouvernement du Québec. On écoute ça à l'instant. Madame Foster, bonjour. Bonjour. Madame Foster, vous avez eu une nomination cette semaine. Alors, d'abord, bravo, félicitations pour cette nomination. Vous êtes maintenant l'adjointe parlementaire du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Lorsqu'on se fait nommer comme ça, adjointe parlementaire, est-ce que c'est un titre honorifique? Non, pas du tout. On assiste et on aide le ministre. Moi, dans mon cas, je suis attitrée au volet enseignement supérieur. Il faut le souligner. Oui. Donc, les dossiers primaires, secondaires, ça ne me concerne pas. Je viens vraiment en appui au ministre pour l'enseignement supérieur, donc les cégeps et les universités. Le ministre a 2 adjoints. OK, donc il y a un autre député qui est adjoint pour les niveaux primaires et secondaires, c'est ce que j'entends. Il s'occupe de la formation professionnelle. OK, ouais. Formation professionnelle. Ouais. Vous avez été proche, vous l'êtes sans doute encore, du ministre, parce que dans l'opposition, vous étiez dans son équipe. Dites-moi, qu'est-ce que ça vous donne comme relation particulière avec le ministre? Parce qu'un adjoint parlementaire, finalement, reçoit les mandats que le ministre veut bien lui confier. Qu'est-ce que ça signifie pour vous d'avoir été aussi proche, d'être aussi proche du ministre parce que vous avez déjà travaillé avec lui? Bien, avec Jean-François, c'est une superbe relation. Là. On a toujours été très complices, amis. C'est développé. Vous savez, quand on est dans l'opposition, on est à la guerre avec pas grand-chose. Hein? On n'a pas beaucoup de ressources. Là, OK? On a un petit bouclier, là. Hein? On n'a pas l'artillerie lourde. Alors, ça crée des liens qui sont très, très forts et qui demeurent avec le temps. Donc, le ministre et moi, on s'est assis. Il m'a suggéré des mandats. Il m'a dit, écoute, la rentrée parlementaire dans le contexte de la COVID pour les cégeps, les universités, je pense que je te verrais à pouvoir aider là-dessus. Également, le chantier de l'université du 21e siècle, à savoir comment on redéfinit, là, c'est en cours, là, mais je vais agir beaucoup. Je vais avoir beaucoup d'influence sur ce mandat-là et sur les orientations que le gouvernement va prendre par la suite, à savoir comment on définit nos universités au 21e siècle, la recherche, l'enseignement, comment on améliore le taux de décrochage, parce qu'il y en a aussi du côté universitaire, on l'oublie souvent. Il est assez élevé, en fait. Alors, il faut travailler ces aspects-là. Okay. On s'est assis, on a jasé, il m'a suggéré ça. Il y a quelques autres mandats qui, pour l'instant, ne peuvent juste pas être annoncés publiquement, que moi, j'ai demandé, on l'a regardé, on l'a évalué, mais plus tard, lorsque ce sera public, je vous le dirai, mais pour le moment, je travaille aussi sur autre chose. Ce que ça crée, là, c'est certain que c'est l'accès direct. Le lien, là, c'est que c'est l'accès direct. Et c'est aussi d'être capable de se dire les vraies choses. Parce qu'avec Jean-François, comment je pourrais dire, la relation est déjà établie. Fait que si j'ai affaire à dire qu'il y a des affaires qui ne marchent pas, je peux y dire directement.
OK. Vous n'avez pas besoin de passer par 4 chemins pour parler au ministre de l'Éducation. Je reviendrai plus tard là, pour la rentrée, mais à prime abord, là, qu'est-ce que vous anticipez quand on parle de la rentrée au niveau collégial et universitaire? Vous anticipez quoi dans cette pandémie? Est-ce qu'on va voir apparaître vraiment une structure où le télétravail ou en tout cas le téléenseignement va être priorisé? Est-ce qu'on s'en va vers ça? Parce que ça s'est imposé de soi-même dans les dernières semaines. Effectivement, les universités, les cégeps, beaucoup préparent une rentrée qui va faire beaucoup de place, effectivement, aux cours à distance. Oui. Ça, c'est clair. Par contre, il y a différents scénarios qui, actuellement, là, à l'heure où on se parle, sont en analyse avec la santé publique. Parce que le réseau, là, chaque université, chaque cégep, il est unique. Oui. Et notre centre collégial dans Charlevoix, c'est une réalité, c'est une chose. Le cégep John Abbott à Montréal, c'est autre chose. Il n'y a pas une infrastructure qui est semblable de l'une à l'autre. Donc, quand on parle de distanciation puis de mesures, ça doit s'adapter à chaque institution. C'est assez compliqué quand même. Et voilà, et on est en plein là-dedans actuellement. Donc, les scénarios qui sont sur la table, soit on va avoir de la fréquentation à 30 en présentiel, donc 30 des étudiants, 50, 100, je ne pense pas qu'on puisse le viser, ça va être pratiquement impossible. Par contre, il y a différents scénarios qui s'étudient. Est-ce que certaines universités qui ont des locaux plus petits, plus exigus, vont pouvoir se faire permettre d'avoir peut-être 20 en présentiel? Mais ce qu'on vise, par exemple, c'est de ramener des gens sur les campus. Parce que ça contribue d'être avec les collègues, étudiants, ça contribue à la réussite, au sentiment d'appartenance. Et ça contribue à l'économie locale. Là. Mais vous voyez sans doute, vous devez déjà voir ça venir. On va vous dire, hey, c'est bien beau, mais ça coûte cher. Puis on est déjà déficitaire. Les universités, on a injecté beaucoup de sous, par exemple. Ouais. L'enjeu budgétaire est beaucoup moins là qu'il était parce que dans le dernier budget, celui qui est arrivé à la mi-mars, ouais. Oui, à la mi-mars, juste avant la COVID, 100 millions de plus ont été octroyés aux universités. L'enjeu du budget, je vous dirais, est plus ou moins là parce que de toute façon, le ministère va être capable aussi de compenser certaines mesures liées à la COVID. Donc, l'enjeu budgétaire n'est pas tellement là. C'est plus au niveau de l'opérationnalisation, je vous dirais. À savoir là, de laisser la latitude et l'autonomie, comme vous le disiez si bien tout à l'heure, à certaines universités, certains cégeps, en lien avec la grandeur de leurs locaux, à savoir quel pourcentage d'étudiants là, ils peuvent accueillir sur place. J'en viens à vous parler tout de suite là, un peu du déconfinement qu'on est en train de vivre. D'abord, l'Assemblée nationale, il y a du monde à l'Assemblée nationale. C'est une fourmilière. Comment ça se passe, la distanciation à l'Assemblée nationale? Et je vais revenir avec une autre question, toujours sur la distanciation, mais parlez-moi d'abord des ajustements que vous vivez, là, les commissions parlementaires, les rencontres, les députés tous assis un à côté de l'autre à l'Assemblée nationale. Comment se fait la distanciation pour les parlementaires présentement? Il y a plusieurs mesures qui sont mises en place. Au niveau du Salon Bleu, donc là où a lieu la période des questions, et au niveau des commissions parlementaires, c'est un nombre restreint de députés. Donc, on ne peut pas être le nombre de députés qu'on était auparavant. On ne peut pas être 125 dans le Salon Bleu. Donc, il y a un nombre très restreint. Là, c'est dans la trentaine de députés, entre 30 et 40. C'est négocié à l'avance entre les différents leaders parlementaires. Et il y a de l'espace de distanciation là, de 2 mètres entre chaque député. Ça se vit bien présentement à l'Assemblée nationale. Mais on en parlait avec les institutions d'enseignement. On a des commentaires, nous, entre autres des restaurateurs et tout ça. Ce qu'on constate présentement, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, ce qu'on constate présentement, c'est qu'il n'y a pas un modèle de distanciation parce qu'il n'y a pas une architecture semblable, puis il n'y a pas une installation semblable à nulle part. Donc, quel est le rôle du gros bon sens là-dedans versus les directives puis les cahiers de normes qu'on reçoit là, de la santé publique et tout ça? On a l'impression qu'on ne peut pas prendre ce modèle-là et l'appliquer partout sans faire des modifications, sans user de son gros bon sens pour être capable de faire de la distanciation. Vous en pensez quoi, vous? Parce que les gens disent « je ne suis pas capable de respecter les normes, puis c'est pas ça, c'est pas adapté chez nous ». Comment on s'adapte à ça? Ça va être dur de suivre ça à la lettre, là. Oui, c'est clair que pour le moment, la norme est sur le 2 mètres. Donc, les commerçants, les organisations, les musées, les gens doivent s'adapter. C'est pas toujours évident dans les locaux. Je dirais qu'en général, les gens sont capables d'adapter. Mettre des collants au plancher avec des distances de 2 mètres, les gens sont capables d'adapter. Les capacités ne seront jamais comme avant là, pour nos organisations et nos commerces. On peut difficilement entrer les 100 de la capacité en même temps là, en termes de nombre de gens que ce qu'on faisait avant. Donc, pour l'instant, la norme est du 2 mètres. Il faut la respecter. Il faut s'adapter, même si des fois, ça demande un peu de jongler avec des réalités.
Mais en général, je pense que les gens y arrivent quand même bien, là. Bon, bien, tant mieux. J'aimerais maintenant vous parler du projet de loi 61. Vous siégez actuellement à l'Assemblée nationale. Les partis d'opposition vous accusent de vouloir vous octroyer beaucoup trop de pouvoir pour vous permettre d'aller de l'avant avec le plan de relance. Vous en pensez quoi? Honnêtement, on a été très ouverts parce qu'il y avait principalement des enjeux sur le plan environnementaux et on a Oui. proposé des amendements hier. Également, il y avait des enjeux sur tout ce qui est expropriation de terrain. On a également proposé de retirer un article là-dessus. Donc, on a été très, très, très ouverts. Les oppositions, je trouve, actuellement, font de la petite politique, là, parce que dans certains cas, là, les 202 projets qu'on a présentés, qu'on veut Oui. accélérer dans le projet de loi, il y a des projets, là on parle d'hôpital d'Amalbaie, ça fait 9 ans, là, ça fait 9 ans. Entre autres, il y a d'autres projets dans d'autres régions du Québec, là, dans certains cas, ça fait plus de 10 ans. C'est Des des choses routes, que vous voulez accélérer. oui, C'est ce qu'on oui, comprend, vous et voulez le aller but, de c'est de la l'avant. relance économique. C'est que concrètement, cet été, nos travailleurs de la construction ne restent pas chez eux et qu'ils puissent concrètement faire des routes qui traînent depuis longtemps, qui sont à faire. Je pense entre autres à la 117 dans le coin des Laurentides, qui traînent en longueur, que les libéraux n'ont jamais, jamais, jamais livré. Donc, à un certain moment donné, pourquoi au Québec, ça prend autant de temps à faire des infrastructures, des routes, des hôpitaux, des écoles? On le sait tous, ça. On se l'est tous déjà dit. Ça prend du temps au Québec. Donc Oui, là, on mais- avait une volonté comme gouvernement, dans le contexte de la relance économique, de dire on va plus rapidement, on essaie d'assouplir les normes pour qu'on puisse donner de l'emploi à notre construction et que les gens voient concrètement là, des écoles se bâtir, des hôpitaux, des routes. Mais je note quand même qu'avec ce débat, puis avec ce qui se passe présentement à l'Assemblée nationale, on assiste effectivement au retour de la partisanerie. Vous me permettrez de noter que ça joue de tous les côtés, hein? La CAQ a également mis en place un site Internet pour pousser également ses politiques là-dessus. Donc, on voit que C'est la politique. chacun revient à ses bonnes vieilles habitudes tranquillement, pas vite. Moi, je voudrais vous parler de la Maison des aînés, si vous permettez, là-dessus. Oui. La Maison des aînés, ça nous questionne parce que le modèle que la COVID a démontré, c'est de mettre nos personnes âgées en résidence, qu'elles soient plus belles, plus grandes, plus amicales, plus familiales. Ça reste qu'on met des gens en résidence. Et le modèle présentement qui semble vouloir s'imposer par le gros bon sens, c'est le modèle des soins à domicile. Je comprends que c'est une promesse, là, la Maison des aînés, puis que vous voulez en construire, mais est-ce que vous pensez vraiment que c'est encore la bonne solution après ce qu'on a vécu pendant la COVID? Vous savez, si la majorité de nos aînés sont dans des résidences, c'est parce qu'il y a quelque chose de culturel. Dans le sens où c'est pas vrai que demain matin, tout le monde va garder les aînés à domicile. On s'entend. Est-ce que c'est souhaitable qu'il y en ait davantage en domicile? Oui. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça fait 2 budgets de suite que Mme Blais, la ministre des Aînés, remet de l'argent dans les soins à domicile. Parce que ça, on le sait qu'il faut s'en aller par là, puis on le savait déjà. On le savait déjà avant. Par contre, ça va rester ce modèle-là que les personnes âgées s'en vont en résidence. Ça va rester. C'est culturel, là. Comme je vous dis, c'est pas tout le monde qui va garder ses aînés à la maison demain matin au Québec, là. Entre-temps, il faut veiller à ce que les lieux dans lesquels on les accueille soient les mieux possibles, soient les plus sécuritaires possibles en termes justement de conditions sanitaires. Fait que oui, la promesse des maisons des aînés, elle va aller de l'avant, vous pouvez être certain de ça. Parallèlement, oui, on veut développer aussi les soins à domicile. On peut marcher et mâcher de la gomme en même temps. Bien, souhaitons-le. Et comme on peut marcher et mâcher de la gomme en même temps, est-ce qu'on sait à quel endroit dans Charlevoix vous voulez implanter votre Maison des aînés, histoire de marcher un peu et de mâcher de la gomme avec vous? Je le souhaite bientôt, dans les prochaines semaines. La ministre Blais va être en mesure de venir nous annoncer ça, mais je vais lui laisser cette annonce. On va parler d'une installation de combien de places? Je vais lui laisser cette annonce également, parce que je ne peux pas scooper, comme on dit en son annonce. Ça, c'est certain que je ne scooperai pas l'annonce de la ministre, mais il y a des belles nouvelles à venir. Oui, c'est ça. À vous voir le sourire, on sent que c'est déjà réglé. Donc, Oui. on va attendre après l'annonce. En terminant, qu'est-ce qui vous inquiète le plus pour les prochaines semaines? La relance économique, bien sûr, et la relance touristique. Hein. C'est certain qu'il va falloir aider nos entrepreneurs, notre tourisme. On a lancé un plan. C'est un premier plan. Il va falloir voir comment ça se déroule. Mais on va avoir des commentaires là-dessus dans le courant des prochains jours. Vous avez annoncé ça hier, oui?
Oui, exactement. On a annoncé ce plan-là hier. Il va falloir voir comment ça se déroule. Notre tourisme cet été dans Charlevoix, là, on espère qu'on va avoir quand même la meilleure saison possible dans les circonstances. Donc ça, présentement, c'est clair que ça me préoccupe, puis je veux aider nos entrepreneurs et nos gens en tourisme. Oui. Alors voilà, c'est pas mal la principale Et préoccupation présentement. votre bonne nouvelle de la semaine, c'est quoi? Oh, ma bonne nouvelle Peut-être de vous la allez l'avoir ce semaine, soir, écoutez, là. Vous allez passer votre projet de loi 61. Peut-être que ça sera la bonne nouvelle de la semaine, on ne sait pas. Pour vous, en tout cas. peut-être, effectivement. Mais récemment, en tout cas, j'ai annoncé justement que dans le projet de loi, il y avait l'accélération de l'hôpital d'Amalbaie Ouais. et la maison des aînés également dans Charlevoix. Donc, Mais ça, c'est c'était pas encore quand une même bonne nouvelle parce que nouvelle. vous ne l'annoncez pas ce Eh matin. Là. oui, Vous pouvez oui, pas- effectivement. Ça ne rentre pas je dans cette l'annonce pas ce catégorie-là, non? matin. Ma bonne nouvelle de la semaine, je dirais, c'est que le déconfinement au niveau sanitaire se passe quand même très bien. Puis ça, c'est une excellente nouvelle. Le contrôle des cas, il est là, vraiment, là, dans Charlevoix. La situation, elle est sous contrôle malgré plusieurs semaines là, derrière nous de déconfinement. Ça, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que les gens sont disciplinés. Ça veut dire que les visiteurs sont disciplinés aussi sur le 2 mètres, le lavage des mains, le port du masque, le respect des consignes pour les grands rassemblements. Il ne faut pas qu'il y ait des grands rassemblements. Ouais. Donc, je pense que ça, là, c'est une bonne nouvelle en soi. Là-dessus, Émilie Foster, il me reste à vous remercier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis, on se reparle très prochainement. Merci encore. Merci. Le docteur Jean-Luc Dupuis a mis de l'avant, dans le courant de la dernière semaine, une initiative qui vise à procurer aux Charlevoisiens qui le désirent des masques et des visières de qualité. Jusqu'à récemment, son initiative touchait surtout le secteur est de Charlevoix, mais voilà qu'il s'est associé avec le Club Boncoeur, qui est bien connu ici dans Charlevoix, pour offrir également à toute la population de Charlevoix la possibilité de se procurer à bon prix des masques et des visières de qualité, parce qu'il est important de bien se protéger. Il est également important d'offrir à ceux qui vont venir nous visiter la possibilité de se procurer des équipements de qualité. Alors, on écoute ça à l'instant. Alors, on accueille aujourd'hui le Dr Dupuis qui va nous présenter une nouvelle initiative à laquelle il participe. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous présenter cette initiative que vous placez sous le nom de COVID-19? Je vais d'abord vous montrer comment on enlève un masque. On l'enlève toujours par le haut, comme ça. On le descend. Là, je peux parler sans masque parce que je suis dans les critères de la distanciation, c'est-à-dire autour de 6 pieds. Et le projet qui est en cours actuellement, c'est un projet régional qui s'intitule « Dans Charlevoix, on se protège plus que moins ». On était en sécurité pendant quelques mois, vu qu'on avait une barricade et le taux d'infection a été maintenu au minimum dans Charlevoix. Ça nous a peut-être donné une fausse sécurité, mais à l'approche de l'été, voyant ce qui se passe à Montréal puis ce qui se passe aux États-Unis actuellement, on prévoit qu'il va rentrer peut-être 100 000, 200 000, 300 000 visiteurs qui vont venir des régions chaudes, Montréal, la Montérégie, Laval, la Naudière. Il va y avoir là-dedans, possiblement, on l'espère pas beaucoup, des gens qui vont être porteurs. Le projet vise d'abord à protéger notre population pour qu'on se réveille avec le moins de cas possible dans la pandémie, mais aussi offrir à nos visiteurs la possibilité, s'ils n'en ont pas dans leur poche ou dans leur automobile, en rentrant dans Charlevoix, qu'ils puissent s'en procurer. Et actuellement, il y a 2 pôles. Le pôle de l'Ouest ouvre aujourd'hui, grâce à la collaboration du Club Boncoeur et de Francine Thibault. On a déjà travaillé beaucoup ensemble dans le passé dans la prévention cardiovasculaire. Et là, actuellement, on se met ensemble. Moi, mon rôle, c'est de protéger la population. C'est pas juste de dire il faut porter des masques. Moi, je me sens interpellé d'agir. Alors, j'ai trouvé un réseau de distribution et j'ai obtenu l'exclusivité de la compagnie Bauer pour les visières qui sont extraordinaires. Et j'ai des prix raisonnables. Ça varie les prix. Avec le temps, les prix vont baisser. Et au début, il y a un petit peu de sous qui va à nos fondations pour les aider à passer ce printemps difficile parce qu'on n'a pas eu de tournoi de golf, on n'a pas rien eu. On prend les commandes et où on en donne sur place. Et nous, on se réapprovisionne semaine après semaine. Et déjà, les compagnies, il y a des compagnies qui avaient déjà des masques et des visières. Ce que je lance comme demande avec Francine, si vous aviez des fournisseurs avant, mais on veut devenir votre fournisseur parce qu'en même temps de fournir des masques à bon prix, vous aidez le Club Boncoeur et les autres personnes qui vont travailler dans Charlevoix.
Oui, docteur Dupuis, est-ce qu'il serait possible de nous montrer comment on travaille avec un masque et une visière? Certainement. Alors, le principe du masque, c'est d'assurer le maximum d'étanchéité entre le nez, les joues et le menton. Les masques chirurgicaux, il y en a des bleus, il y en a des blancs. Celui-ci, il est blanc. Et le but de ça, c'est d'essayer de toucher le moins possible au masque comme tel et de le prendre par l'élastique. Alors, le but, c'est vraiment de l'appuyer. On voit qu'il y a une petite barre de métal ici qui va nous servir à l'appuyer plus pour augmenter l'étanchéité. Alors, on l'appuie sur le nez, on va le passer aux oreilles, on descend en bas et on appuie sur le nez dans le but d'assurer l'étanchéité de cette partie-là et on s'assure qu'on a le maximum d'étanchéité sur les côtés latéraux. Et quand on l'enlève, il faut aller chercher les élastiques et repasser par en haut et le redescendre comme ça. Docteur Dupuis, on parle souvent du masque N95. Pourriez-vous nous en parler un peu de ce masque-là? Tout à fait, oui. Alors, ici, si la caméra peut voir, voici un masque chirurgical comme on vend ici à Baie-Saint-Paul avec le Club Bon Cœur. Et j'aimerais vous montrer le masque N95. Vous voyez qu'il est fort différent. Il est presque 5 fois le prix d'un masque chirurgical. Si quelqu'un en voudrait en quantité, je pourrais approvisionner. Quelles sont les caractéristiques de ce masque-là par rapport à celui-ci? Il est immense. Celui-ci va empêcher les gouttelettes de mon visage, de mon nez de sortir. Celui-là va empêcher mes gouttelettes de mon nez ou de ma bouche de sortir, mais il y a un fil pour empêcher les gouttelettes de l'extérieur à rentrer. C'est le masque qui est employé dans les hôpitaux, salles d'opération, centres CDE qui font les analyses et les tests de COVID. On voit que celui-ci a un petit filtre supplémentaire de plastique. C'est un des modes des masques N95. Alors, voici la visière de Bauer. Elle a ici, on voit le nom. D'ailleurs, je remercie la compagnie Bauer qui m'a accordé une exclusivité et des tarifs vraiment intéressants parce qu'on est des fondations, parce qu'on fait du travail humanitaire, parce qu'on fait du travail de santé publique. Alors, cette visière-là comprend une partie de foam et la visibilité est exceptionnelle. D'ailleurs, il y a des gens qui ont déjà changé leur visière pour la visière Bauer. Alors, la visière Bauer contient un élastique et on appuie la partie foam sur le front et on voit ici que la visibilité est excellente. Je n'étouffe pas, je n'ai pas de difficulté à respirer. Il y a des gens qui ont de la difficulté à respirer avec un masque, mais avec la visière, la visibilité est excellente. Je me sens confortable, je vois bien et j'ai l'impression que le client qui me voit est en sécurité. Parce qu'un autre aspect du masque et de la visière, c'est lorsqu'un client rentre dans un commerce ou dans une boutique, s'il est accueilli par quelqu'un qui se protège par une visière et peut-être par un masque, ça donne tout de suite un sentiment de sécurité. Alors, on accueille Francine Thibault du Club Bon Cœur. Francine Thibault, bonjour! Bonjour, mais j'enlève mon masque dans la règle de l'art, comme le docteur Dupuis nous l'a montré. Francine Thibault, pouvez-vous nous parler de la participation du Club Bon Cœur dans l'opération COVID-19 dans Charlevoix? On se protège plus que moins. Bien, écoutez, nous, le Club Bon Cœur, notre mission, c'est centré sur la personne. Donc, avec la COVID, c'est sûr qu'il a fallu se réinventer. Et quand Jean-Luc Dupuis, on collabore depuis 30 ans minimum, alors pour faire de la prévention, bien, ça a fait sens pour nous. Et le conseil d'administration m'a appuyé là-dedans, et surtout nos bénévoles, que je souligne la participation de Sylvie Tremblay, qui s'est dit, oui, je suis prête à venir une fois par semaine pour ouvrir un local, pour justement arriver à donner le service. Une fois par semaine, les jeudis, de 11h à 17h, ici, dans ce local-là improvisé, parce qu'on a eu la généreuse participation de chez Kia, Nicolas Thibault, qu'on tient à remercier, parce que c'est important que nous soyons situés sur la route 138, parce qu'on veut desservir les gens de Baie-Saint-Paul et de tout Charlevoix-Ouest, mais on veut desservir nos visiteurs. Et ça, c'était très important. Et retrouver Maison-Mère, nous sommes au local, au 3e étage, c'était plus difficile. Alors, c'est pour ça qu'on a fait cette
improvisation de local, mais avec l'aide des bénévoles, on a réussi à faire quelque chose de potable. Et déjà, on a eu nos premiers clients ce matin et c'est déjà parti. Alors, nous autres, on est très fiers de cette initiative, se protéger parce que la COVID, c'est dangereux. Et si, mettons que les gens ne peuvent pas se déplacer, on va même les livrer pour quelques-uns. Francine Thibault, merci beaucoup pour cette belle initiative. Bien, merci à Jean-Luc. Et puis, on se donne rendez-vous à l'automne, parce qu'on veut continuer tout l'été à se protéger avec le masque, la visière, et c'est vraiment de bons produits. Depuis le début de cette pandémie, les agents de voyage ont eu beaucoup de difficultés à répondre aux attentes de leurs clients qui, nombreux et la totalité même, ont dû annuler leurs prévisions de voyage en raison de la pandémie. Alors, pour faire le point là-dessus, voir comment la situation a évolué, je me suis entretenu cette semaine avec Cynthia Gaudreault de l'agence de voyage Cristal et on fait le point sur la situation des voyageurs. Madame Gaudreault, bonjour. Bonjour Martin. Madame Gaudreault, j'aimerais savoir comment se sont passées vos premières semaines de pandémie à titre d'agent de voyage? Bien, c'est un choc, hein? C'est un choc pour tout le monde parce que pour nous, c'était des changements continus. On tentait de répondre du mieux possible aux clients en essayant de communiquer avec les fournisseurs, mais c'était très, très difficile de les rejoindre. Et on avait des solutions, mais des solutions qui duraient une demi-journée, puis après ça, il fallait se renouveler dans d'autres choses. Donc, il y a beaucoup de clients qui se sont retrouvés sans pouvoir réaliser le voyage qu'ils avaient déjà payé. On sait que dans l'industrie du voyage, les clients, lorsqu'on réserve des voyages, on met de l'argent en fidéocommis. Donc, on vous dépose la somme du voyage pour permettre aux agents de voyage, à son tour, de redistribuer ces sommes-là pour les avions, les hôtels et tout ce qui vient avec. Donc, ces gens-là se sont retrouvés dans l'impossibilité de réaliser leur voyage. Comment se déroulent actuellement tous les processus de remboursement, de report de voyage? Je comprends que ça a été assez difficile pour les agents de voyage. Bien, justement, quand je te disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de choses qui changeaient, c'est que les opportunités qui se sont présentées aux clients ont varié constamment selon l'ampleur de la pandémie qui a progressé à une vitesse fulgurante, puis à un moment donné, toc, on a frappé un mur. Oui, comme tu le mentionnes, il y avait des procédures, des gens qui devaient partir en voyage, mais comme tu dis, le compte fidéocommis, le compte pour les dépôts, nous, oui, on n'en a pas nécessairement parce que nous, on paye directement le fournisseur. Fait que moi, quand je paye directement Transat, je paye directement Sunwing. Les comptes en commis, c'est quand les gens ils payent en argent. Mais aujourd'hui, on paye tout avec les cartes pour avoir les protections d'assurance. Donc, on s'est ramassé avec un volume exponentiel d'annulation qui fait en sorte que, oui, on a la FICAV, qui est un fonds d'indemnisation pour les agents de voyage, pour les personnes qui ne peuvent pas voyager. Okay. Mais on a tellement de demandes que le fonds ne suffit pas. Oui, on a critiqué les transporteurs d'avoir trop de sous dans leur compte, mais on est qui, nous, pour savoir qu'est-ce qu'ils ont à faire de leurs sous? On a nos petits portefeuilles à gérer, puis ça nous suffit, puis des fois, c'est trop. Donc, on s'est ramassé avec beaucoup de possibilités de sortir des sous c'est pas moi qui les ai, les sous, là. C'est les transporteurs qui les ont et ils se sont rendus compte que s'ils remboursaient tout le monde, ça serait la débandade. La FICAV s'est rendu compte qu'elle n'aurait pas assez de sous, donc la possibilité du crédit voyage sur 2 ans est devenue à la fin de cette période très mouvementée. Écoute, ça aurait pu être un combat de boxe, là, puis ça aurait été considéré comme étant léger là, comme combat. Donc, ce qu'on comprend, là, c'est ce qui s'impose comme solution présentement, c'est des crédits voyage qui sont applicables dans les 2 prochaines années. Oui, comme je te dis, ça a été très brutal comme choc pour tout le monde. Ouais. Et à ce moment-là, ce qui se produit, c'est qu'on estime que 90 % des gens vont avoir le temps d'utiliser leur crédit dans 2 ans. Donc, à ce moment-là, il y aura 10 % des gens qui n'auront pas utilisé le crédit qui pourront réclamer à la FICAV et à ce moment-là, il y aura suffisamment de fonds pour le faire. Donc, dans l'immédiat, qu'est-ce que vous conseillez aux gens qui ont dû annuler leur voyage et qui sont un peu, on va le dire comme ça, qui attendent toujours des nouvelles, là, parce qu'on n'a pas été remboursé, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Qu'est-ce que vous leur recommandez? Bien, moi, je leur dirais d'être patient. Okay. Parce que pour tout le monde, c'est un nouveau mode de vie.
Pour tout le monde, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Donc, je dirais d'être patient, que tout le monde fait de leur possible pour leur donner des réponses. Les transporteurs font tout en œuvre pour s'assurer que tout soit bien mis en place puis qu'on puisse continuer d'offrir de la saine concurrence entre les entreprises puis que les voyages demeurent abordables. Donc, c'est important aussi de ne pas nécessairement s'acharner sur des personnes lorsqu'on a des incompréhensions parce que nous, on fait de notre possible pour être là. Mais tout ce qu'on fait présentement, Martin, c'est du bénévolat. Donc, quand on fait du bénévolat, on espère pas nécessairement se faire accoter au pied du mur puis se sentir pris au piège par le client. Peut-être que la différence des grands transporteurs aériens, c'est que vous répondez au téléphone aussi, hein? Parce qu'il y a beaucoup d'endroits où on est laissé sans réponse. Mais je voudrais revenir à une de vos affirmations. Si je comprends bien, la situation est tellement difficile que les grandes compagnies d'aviation ont été obligées de se dire, est-ce qu'on rembourse les voyageurs ou si on le fait, est-ce qu'on ne met pas en péril notre survie? On s'est rendu jusqu'au bord du précipice, là. Mais il y a aussi le fait, Martin, c'est que moi, quand je donne des sous à Sunwing ou à Transat ou peu importe le transporteur, lui, il se vire de bord puis il paye à destination aussi. Fait que c'est une chaîne. Oui. Fait que ce qui avait déjà été prépayé pour des personnes que le départ était imminent, la destination a fait comme, ben moi, je te leur donne pas. Fait que, c'est de l'argent qui progresse selon les étapes à mesure que le voyage approche, mais les sous sont pas nécessairement dans le compte de banque là, jusqu'au moment où tu prends l'avion, puis là, ils payent quand tu prends l'avion. Fait que les autres, ils ont dit, non, je vais te leur donner, je vais te le créditer plus tard, mais fait que ces liquidités-là, ils se promènent dans une situation qui avait jamais été connue puis qu'il y a personne qui était sans précédent. Fait que là, ils se sont ramassés que probablement qu'à l'avenir, il va y avoir des ententes qui vont faire en sorte que et le transporteur va pouvoir récupérer son argent chez l'hôtelier ou chez l'activité qu'il avait prépayée et le consommateur pourra se protéger d'une façon aussi qui va être différente. Il y a présentement, on l'a vu, Sunwing l'a annoncé, Transat aussi, il y a des destinations qui commencent à réouvrir. Donc, il va redevenir possible de revoyager. On sait qu'il y a des contraintes, mais dans le nouveau monde que nous connaissons avec cette pandémie, comment vont se faire les voyages? Comment ça va fonctionner? Bien, présentement, il y a 2 phases, Martin. Il y a la première phase qui fait, oui, les avions vont redécoller. Par contre, ce qui est important, c'est que tant que nous sommes en stade 3, que le gouvernement dit tout voyage non essentiel est proscrit, à ce moment-là, si on passe à nos risques et périls, les assureurs ne couvrent pas. Donc, si tu es malade là-bas, tu ne peux pas partir là-bas, donc tu peux te ramasser vraiment à des gros problèmes. Et à ce moment-là, sous toute réserve, on va vous obliger aussi la quarantaine au retour. Donc, on parle de 3 semaines que vous devrez bloquer. Je ne suis pas nécessairement certain qu'à ce moment-là, vous pourrez réclamer des semaines de chômage ou des prestations quelconques. Donc, oui, on annonce des nouvelles destinations, on commence à réouvrir, mais on n'est pas dans le tourisme, là. On est dans les gens qui voyagent par obligation de travail. Et là encore, il y a des frontières qui sont fermées, on ne peut pas aller n'importe où. Oui, le tourisme est ouvert aux téméraires, aux personnes qui voudront le faire. On y va à ses risques et périls. Oui, exact. Okay. Et oui, les hôteliers vont mettre des choses en place. Donc, souvent, on parle de tout ce qui était non essentiel, papier, crayon, décoration superflue, tout ce qui pouvait être du tralala, va tout être enlevé pour éviter des surfaces où pourraient être contaminées. Oui. On parle aussi de restreindre les accès au buffet. Le buffet demeure et est une force du voyage dans le Sud. Donc, l'accès va seulement être limité à moins de personnes et il y aura beaucoup d'assiettes déjà préparées, des portions précoupées. Au lieu de se servir soi-même, on va pouvoir prendre tout simplement une assiette qui va être probablement déjà enveloppée, ça va éviter de jouer dans le plat principal, comme on dit. Donc, l'industrie est en train, tranquillement, pas vite, de s'adapter, parfois de se réinventer. Selon vous, Cynthia Gaudreault, c'est quoi le principal défi pour les mois à venir pour des agents de voyage comme vous? C'est de continuer à tenter de bien informer et d'éduquer le voyageur qui lui aussi est impatient de voyager, mais que nous aussi, on est impatient de reprendre notre travail. Il va y avoir des changements aussi au niveau des agents de voyage parce que nous aussi, on est brassés par les transporteurs, là. Il ne nous manque pas non plus au passage. Nous aussi, on va avoir vécu du changement comme tous les corps de métier qui, au fur et à mesure que le déconfinement se font, ont des processus différents. Nous aussi, on va avoir des processus différents qui vont sûrement aussi enclencher des mini-frais afin de pouvoir continuer de desservir le client comme on le fait. Bien, Cynthia Gaudreault, merci beaucoup et je vais vous souhaiter bonne chance pour la suite des choses et merci d'avoir pris le temps de faire le point de la situation avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, Martin. Au plaisir. Bye.
C'est maintenant le moment de parler de sport local, bien sûr, mais aussi du sport des grandes ligues. Et pour ce faire, je suis en compagnie de notre animateur du vestiaire, Maxime Jaudoin. Maxime, bonjour. Bonjour, Martin. Bonjour. Parlons d'abord de sport local. Il y a Oui. des événements qui réussissent à se réinventer, en commençant par l'Ultra Trail Arikana. Oui, bien effectivement, je ne suis pas un amateur du terme réinventé parce que je ne l'approuve pas, mais quand même, il faut OK. le dire que l'événement s'est réinventé, du moins à court terme, je vais le préciser pour la Ouais. région. Dans le fond, en fait, ce qu'on propose, c'est un nouveau défi qui va s'appeler le loup solitaire Arikana Lone Wolf. Alors, on parle de 28 km ou encore de 10 km, tout dépendamment de la forme physique de chaque personne. Oui. Mais on va avoir vraiment là, soit sans dire un débutant, mais mettons intermédiaire versus ceux qui veulent vraiment là, se dérailler les jambes un peu. Là. OK. Et ça va passer comment, là? C'est pas un départ groupé, là? C'est pas, en fait, ce qu'on dit, c'est des départs un petit peu individuels. C'est pour Oui. ça qu'on y va. Et au fil du temps, il va y avoir un palmarès qui va être publié sur le site comme tel de l'événement pour avoir les résultats. Et ceux qui vont avoir fait le meilleur temps possible durant l'été vont pouvoir participer à la finale qui va se faire les 12 et 13 septembre prochains. Est-ce qu'on sait comment le chronométrage va se faire ou est-ce qu'on va se fier à la bonne foi de chacun des coureurs? Ouais, rendu là, je pense honnêtement, ça va être un petit peu à la bonne foi des coureurs parce qu'on n'a pas encore vraiment mis de disposition de pouvoir chronométrer tout le monde. Alors, je pense que ça va être jusqu'à ce que j'ai vu, là, ça va être vraiment la tâche aux participants de se chronométrer eux-mêmes dans le verdict le plus honnête possible, dans le but de se qualifier pour les finales, donc au mois de septembre prochain, évidemment. Donc, Arikana repart sur la base du loup solitaire. Oui, un loup solitaire, c'est le cas de le dire, donc on va courir soi-même, finalement. Autre événement qui revient dans la région cette année, c'est le défi des 5 sommets. Oui, donc ça revient pour une 4e année. Eux, ça va être le 19 juin. Justement, À eux, partir du 19 à juin. à partir du 19 juin. Et ce qui est important de souligner, c'est que on a ramené l'événement comme tel parce que l'événement encore ne demande aucun rassemblement en qualificatif. Absolument. Et ça se déroule en plein air. Donc, c'est pour Et ça c'est qu'on... pas compétitif, Et c'est l'événement pas des sommets. compétitif. Donc, c'est pour ça que cet événement-là, honnêtement, il n'y a pas eu de devancement, il n'y a pas eu de restrictions. On le ramène comme c'était auparavant à cause de ces deux conditions que je viens de vous donner là. C'est facile à faire dans une mesure restrictive qui est de base, qui est faisable aussi. Et on parle de défi parce que le défi, c'est de faire toutes les randonnées qui sont proposées. Exactement. Donc, on appelle 5 sommets, donc puisqu'il y a 5 sommets dans Charlevoix. Lesquels? Oui, là, tout d'abord, ce sera entre juin et octobre que les gens vont pouvoir le faire. Donc là, les 5 sommets, on a entre autres l'Acropole des Draveurs qui est là-dedans, le Mont au parc des de la Moriaux. CEPAC. Exactement. Le Mont des Moriaux, le Mont Allégorie qu'on connaît pratiquement tous. Oui, Et aussi, on a un petit peu deux nouveaux monts. On parle du Mont du Dôme et aussi le Meneau qui vont venir s'ajouter à ces sommets-là pour faire évidemment au total 5 sommets dans Charlevoix. Et ça, il faudra les avoir faits entre le mois de juin et le mois d'octobre, avec une preuve par photo. Ça va être bien important. OK. Donc, il faut leur se photographier. Bon, encore là, on dit qu'avec Photoshop, parfois, on peut faire des miracles, Ouais, mais quand même, c'est une preuve par photo entre ces mois-là qui va venir justifier et appuyer vraiment votre participation comme telle. Et ça, ça a été populaire, ça, par les années passées. Oui, bien l'an passé, là, on parle de 4 400 inscriptions, donc pratiquement 5 000 inscriptions là, pour un coup De d'été, gens là. qui ont fait les 5 sommets. l'an Exactement, dernier. qui ont participé. Donc là, pas loin de 5 000. Là, pour Charlevoix, quand même, on commence à jaser. Là. Bon, bien, les choses commencent à se placer, mais malheureusement, on a eu une mauvaise nouvelle cette semaine pour le Grand Duro. Oui, l'événement qui a été reporté en 2021 parce qu'on sait que le gouvernement qui a, entre autres, disons-le, suspendu toute activité sportive jusqu'au mois d'août, Oui. si je ne me trompe pas. Alors, c'est la raison pour laquelle on a tout simplement dit on reporte le Grand Duro en 2021 parce que je pense que pour certains événements comme eux, ne peuvent pas se permettre d'attendre jusqu'à la date pour voir on va-tu l'avoir ou pas, Ouais, vu que c'est en été. Au niveau des inscriptions. Exactement. Et tout ça. Donc, le c'est Grand pour ça qu'on Duro, l'a ça reporté. se déroulait à Saint-Urbain. Oui. Et c'est quel genre d'épreuve, ça, le Grand Duro? C'est quel genre de vélo? Oui, en fait, c'est un vélo un peu de montagne parce que c'est une course qu'on fait. Sur un Sans parler circuit? d'une course, mais c'est un circuit qu'on fait, un circuit vraiment assez intense. Et tu sais, c'est sur un long parcours. Donc, pour ceux qui sont amateurs de vélo de montagne, je pense que la forme pour vous, bien, c'est adéquat. Ceux qui font plus de vélo de campagne, honnêtement, je pense qu'il y a moyen vraiment de pouvoir y participer. Mais on parle aussi là, d'un volet, sans dire que les pas en forme sont exclus, là, mais on parle quand même d'un volet là, Assez compétitif. assez compétitif. Donc, oui, on peut y aller à tout dépendamment de ce qui se passe, mais quand même, il faut s'attendre à avoir là, une bonne compétition à l'interne, de pouvoir
le faire et non pas juste on se promène puis on regarde le paysage. C'est intense. Là. Petit à petit, dans la région, le sport reprend sa place. Oui. On sait que le soccer, les entraînements sont permis. La balle molle, le baseball, les entraînements sont permis. Le tennis est ouvert également. Exactement. Les activités nautiques s'en viennent avec le beau temps. Oui. Donc, petit à petit, le sport reprend sa place dans nos vies. Oui, écoute, tranquillement, pas vite. Et moi, comme je le disais, selon moi, en date du 12 juin aujourd'hui, je pense vraiment que d'ici le mois de septembre, pratiquement pas mal tous les sports qui vont pouvoir se déconfiner vont être en mesure de le faire, je l'espère. C'est pas la même chose au sujet des ligues majeures quand même. Hein? C'est plus compliqué quand on rentre dans les grandes ligues, là, le déconfinement. Oui, bien là, la bonne nouvelle, c'est qu'on a officialisé des plans de relance à la fois pour le soccer, le baseball et à nouveau le hockey. Mais quand on rentre dans ces sports-là, évidemment, là, c'est les droits de diffusion des chaînes, des grandes chaînes. Ouais. C'est les salaires des joueurs, c'est les stades à huis clos, les voyagements avec les équipes, les familles, parce que les joueurs aussi veulent avoir des familles qui viennent avec eux. Donc oui, quand on rentre dans ces grandes ligues-là, là, c'est pas uniquement les restrictions et le beau temps. C'est vraiment, là, comme je le disais, c'est du voyagement, c'est des salaires, c'est tout ça. Donc ça, on parle un petit peu plus intense là, de ce côté-là. Mais il semblerait que du côté de la MLS, là, on va aller de l'avant très prochainement, la Major League Soccer. Oui, bien écoutez, rapidement, là, on a un plan de relance qui est officialisé. Donc, pour ceux qui sachent le déroulement de la Coupe du Monde, il va y avoir justement là, un tournoi similaire qui va se reprendre à compter du 8 juillet. Ça va se passer à Walt Disney en Floride. Donc, les joueurs qui vont pouvoir là, commencer à reprendre Donc, toutes les équipes de la MLS se retrouvent dans Walt Disney. Et puis là, on va poursuivre la saison parce qu'eux avaient eu 2 matchs. Oui, exactement. Alors là, oui, comme tu l'as mentionné, toutes les équipes vont reprendre la saison. Là, on dit un minimum de 3 matchs pour toutes les équipes qui vont compter au niveau du calendrier pour avoir un peu de matchs à se mettre. Et qu'est-ce que ça va donner? C'est que les 2 premiers clubs de chaque section, puis les 4 meilleures équipes, 3e place, eux, vont passer ensuite dans la phase préliminaire. Là, je sais qu'il y a beaucoup de chiffres, donc pour certains, ça peut être du broussailles, là, mais c'est vraiment, finalement, c'est les premiers de chaque division et les meilleurs 3e qui vont s'en venir dans la danse printanière, comme on dit. Oui, pour faire des séries avec la MLS. Exactement. Il me semble qu'on n'a pas beaucoup de nouvelles de la Ligue nationale de hockey. Qu'est-ce qui arrive? Bien, la Ligue nationale de hockey, en fait, ça a été officialisé que les camps d'entraînement vont recommencer le 10 juillet. OK. On va reprendre l'entraînement. À Montréal, évidemment, à cause que le complexe sportif Belle de Brossard est en rénovation. Et il faut savoir qu'il y a seulement 2 joueurs de l'équipe qui sont à Montréal présentement. Donc, ça sera le temps de rapatrier tout ce beau monde-là. Oui, de ramener les troupes. Oui. Exactement. Mais comme on dit, le 10 juillet, ça va être le moment de reprendre les camps d'entraînement parce qu'après ça, pratiquement là, vers la fin de ce mois-là de juillet, on va commencer à rentrer dans les séries. Si tous les normes sanitaires sont respectées et si ça avance correctement, mais bon, présentement, là, à 1 mois ou 2 d'avis, ça chemine et je ne vois pas vraiment de raison majeure pourquoi est-ce qu'on reculerait par rapport à ça. Ça semble plus compliqué du côté du baseball. Oui, écoutez, le baseball, c'est compliqué parce que là, encore une fois, qu'est-ce qui bloque les négociations? C'est dans le pourcentage des salaires. Au départ, on voulait dire on joue plus de matchs, payez-nous plus. On joue moins de matchs, vous allez nous payer moins. Mais là, vraiment, c'est vraiment les joueurs qui, eux, disent peu importe le nombre de matchs qu'on va jouer, qu'on parle de 80, de 110, de peu importe, nous, si on joue vraiment, donc offrez-nous le salaire au complet, sinon ben, on débarque. Donc là, c'est vraiment là que la négociation là, bloque. Et là, bon, là, c'est une offre, c'est une contre-offre, on revient. Donc, à un moment donné, il va y avoir une entente, je l'espère. Mais là, c'est vraiment dans le pourcentage des salaires que les joueurs, en guillemets, reçoivent. C'est là que ça bloque présentement. Là. Donc, à suivre du côté du baseball majeur. Oui, absolument. Bien, Maxime Jodoin, merci pour ce tour d'horizon du sport local et des grandes ligues. Oui, c'est apprécié. Oui. Alors, c'est tout pour nous cette semaine. On espère que vous avez apprécié cette émission d'actualité. On vous donne rendez-vous à la semaine prochaine à compter de vendredi pour la prochaine édition des actualités TVCO. Et d'ici là, portez-vous bien.